Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. Aujourd'hui, 50% des installations sont des néo-paysans, non issus du milieu agricole. Des changements de vie courageux, parfois semés d'embûches et de désillusions. Dans ce 7e épisode, Christophe et Roselyne nous livrent le témoignage de leur changement de vie avec leurs joies et leurs déboires. Ces deux Parisiens ont tout quitté pour s'installer dans le Limousin il y a maintenant 10 ans sur une ferme de 26 hectares. Christophe voulait semer, planter fruits et légumes dans une ferme avec plein d'animaux. Des brebis, des chevaux, des chèvres, des cochons, des lapins. Et Roselyne rêvait d'être naturopathe à son compte. Mais le parcours n'a pas été aussi facile et idyllique que ce qu'ils avaient espéré. Dans cet épisode, on aborde les dessous parfois difficiles du monde agricole, entre surendettement, suicide paysan et procédures de sauvegarde. Et ils nous donnent les leçons qu'ils tirent de leur histoire. Bonne écoute! Donc, bonjour Christophe. Bonjour Sarah. On est aujourd'hui à la ferme de l'Arche de Gaïa. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire où nous sommes aujourd'hui ? Donc, je m'appelle Christophe, j'ai 56 ans. On a acheté la ferme en 2011 et j'ai travaillé en région parisienne jusqu'au fin juillet 2014. Donc j'ai vraiment commencé l'activité agricole en 2015. Donc ça va faire la 6e année avec quelques déboires et puis quelques résultats. Le temps de se former. Voilà. Et j'ai l'habitude de commencer les épisodes par une brève de campagne. Donc, est-ce que tu peux nous faire une brève de campagne et nous dire qu'est-ce qui s'est passé à l'Arche de Gaïa cette dernière semaine ? Alors la semaine dernière c'était l'été et cette semaine on repart en hiver. Donc la végétation va s'en ressortir. Donc voilà, c'est un peu les aléas climatiques, les dérèglements climatiques je dirais. Parce que c'est pas forcément un réchauffement de la planète, mais il y a beaucoup de dérèglements et voilà. Après, si on remonte un peu plus loin, il y a quand même la naissance des premiers porcelets sur la ferme, qui est peut-être la chose la plus intelligente que j'ai faite, d'avoir acheté des cochons qui retournent la terre tout le temps à la place de passer un tracteur. Et donc il y a les premiers porcelets qui sont arrivés. Coucou les cochons. T'as le groin sale, toi. Alors justement, Christophe, pourquoi tu as voulu avoir des cochons sur la ferme ? Alors il y a eu une expérience vers le plateau des Mille Vaches où il y a un maraîcher qui a pris des cochons et il les met dans ses champs, enfin cloisonnés, et il retourne la terre. Donc il mange tout ce qui peut être insectes, graines d'adventice, même les racines de chien-dent, j'ai vu. Et ce qui permet de travailler le sol sans sortir un tracteur. Et puis de désherber en même temps, enfin d'avoir un sol un peu plus propre. Il suffit juste de repasser une herse ou de retravailler en surface pour avoir quelque chose de plat. C'est le cochon idéal pour les maraîchers parce que c'est un cochon qui mange cru. Donc ça mange beaucoup de légumes, il mange aussi de l'herbe, donc quand on les sort en prairie, ils vont commencer par brouter avant de retourner le terrain. Et il n'y a pas besoin de leur faire cuire la soupe. Donc quand il y a des résidus de culture, quand il y a des invendus ou des choses qui sont un peu abîmées, ça permet de revaloriser justement ces parties-là. Donc c'est les cochons cunis, c'est ça ? C'est Kuni Kuni, c'est une race néo-zélandaise qui a failli disparaître. Donc c'est pas des gros cochons, donc ça me va bien parce que j'ai pas d'expérience non plus dans ce type d'élevage. Et puis comme on le voit pas sur l'enregistrement, mais ils aiment bien se faire gratter la tête. Et là où je les ai achetés aussi, quand il vient pour les gratter comme ça, ils se mettent sur le dos pour qu'on leur gratte le ventre. Donc c'est très intelligent un cochon, hein. Ça peut être un cochon de compagnie. Alors bon, il y aura un peu de surplus, donc effectivement il y a un moment donné où on va peut-être manger des côtelettes. Mais bon voilà, je les trouve très attachants et c'est amusant. Et du coup, tu peux nous raconter comment tu es devenu paysan et qu'est-ce qui motivait ton choix ? J'ai passé un certain temps devant un écran d'ordinateur, entre la chaise et le clavier.
Et puis alors depuis 95, en revenant de vacances où on était dans l'Aveyron, j'ai eu un coup de blues, je voulais changer de métier, je trouvais pas. Enfin, je voulais venir à la campagne, mais je trouvais pas quel métier exercer, puisque je travaillais dans les grandes entreprises en informatique. Et il n'y avait pas l'équivalent en province. Et puis le déclic s'est fait en 2009, en disant je vais changer de métier, je vais devenir agriculteur. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est de faire pousser des graines et puis récolter des légumes. Donc c'est devenu évident pour moi de devenir maraîcher. Donc ça n'a pas été forcément simple au niveau du parcours pour le devenir, surtout quand on est en région parisienne. Donc j'ai fait un BEP par correspondance, donc c'est toujours intéressant de dire on va faire un métier où on travaille la terre et puis faire ça sur papier. Alors il y avait des sessions de regroupement dans, à Argenton-sur-Creuse, où on rencontrait des professionnels, donc c'est ça, il n'y a que ça qui sert, parce que faire des exercices, ça ne sert pas à grand chose pour le métier qu'on veut exercer. Et puis un stage obligatoire, alors petit parce que quand on fait un BEP c'est 6 semaines, quand on fait un BPROA c'est 6 mois. Mais ça a permis d'apprendre, ça a permis de me tester, voir est-ce que je tenais une journée de travail comme ça, entre sortir d'une chaise devant un écran d'ordinateur et puis dire je suis à genoux toute la journée en train de planter ou de désherber ou autre, savoir est-ce que je pouvais tenir physiquement. Et puis ça a été. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver une ferme, donc beaucoup sur internet avec les photos aériennes pour trouver la ferme, pour voir si ça convenait, si la région était bien, s'il n'y avait pas une centrale nucléaire juste à côté, enfin c'est ce genre de choses. Bon, ce qu'on n'avait pas vu ici, c'est qu'il y avait des mines d'or, mais qui sont désaffectées, mais qui un jour vont peut-être rouvrir. Et puis on avait visité une ferme dans le nord de la Haute-Vienne, qui était super. Il y avait un manoir du Templier du XIe siècle, une chapelle, enfin un domaine immense. Mais je pense que depuis on serait suicidé parce que c'était vraiment trop gros et trop en mauvais état pour le faire. Et 80 hectares pour faire du maraîchage, c'est un peu fou, quoi. Donc il aurait fallu faire autre chose quoi qu'il arrive. Et puis en organisant le week-end, je suis arrivé à Château-Chervich chez un éleveur de chèvres qui faisait du fromage en biodynamie. Et en parlant du projet, voilà, on a bien sympathisé. Et 3 semaines après, il m'a envoyé un message en disant il y a une ferme à côté de chez lui à vendre, qu'il ne connaissait pas. Mais voilà. Donc on est revenu la visiter avec lui. Puisqu'avec son expérience depuis, ça faisait 40 ans qu'il faisait de la biodynamie, voilà, et, descendre dans les prairies et sentir la terre, voir si ce qu'on pouvait en faire, etc. Et puis ça a bien plu, le domaine a bien plu à ma femme, donc on a décidé de tout plaquer la région parisienne, le boulot, et puis de venir s'installer à la campagne. Donc on est tombé sur la partie vente de la maison qu'on avait en région parisienne, on est tombé sur le moment où l'immobilier s'est cassé la figure. Donc on a mis quand même 3 ans à vendre la maison, sachant qu'on avait acheté la ferme de l'autre côté. Donc ça n'a pas été tout simple. Ça n'a pas été toutes les semaines très joyeux. Et moi, j'ai pas pu quitter mon travail non plus à cause de ça. Donc faire les allers-retours, et sachant que la femme et l'enfant avaient déjà déménagé, c'était pas forcément facile à vivre pour elle surtout. Donc après, l'Arche de Gaïa. Donc c'est une arche comme l'Arche de Noé, puisqu'on voulait accueillir des variétés anciennes, des animaux, des choses comme ça. Et Gaïa, c'est la déesse mère de la Terre. Et pour me projeter dans le projet, avant d'avoir trouvé la ferme, j'avais trouvé le nom. Et ça me permettait de me projeter sur l'activité que je voulais faire. Donc au départ, on veut en faire beaucoup. Et quand on est citadin, une ferme, il y a beaucoup de choses dans une ferme. Il y a des animaux, il y a de l'herbe, il y a du blé, il y a des céréales. Donc il faut plein de choses. Donc ça, c'était ma vision à l'époque. Et idyllique entre guillemets, d'une vraie ferme. Mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bien marché. En voulant faire trop de choses différentes, le résultat n'est pas forcément probant. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé et quelles difficultés t'as dû surmonter? Alors j'ai pu quitter mon travail en 2014, donc fin juillet. Mais bon, en maraîchage, la saison elle commence, on peut dire novembre parce qu'on commence à faire passer les commandes, mais c'est février de l'année où on commence à faire les semis. Donc c'était trop tard pour le faire. Et donc on a attaqué en 2015 avec beaucoup d'investissements sur du matériel, sur des serres, sur de l'irrigation. Et moi, je suis allé voir la banque pour trouver un prêt, pour pouvoir acheter ce matériel. Et je suis arrivé avec pas grand chose et la banque m'a dit d'accord. J'ai dit c'est bien, il me prête des sous, donc j'ai dit je vais y aller. Donc j'ai peut-être surinvesti, je pense que c'était un gros problème.
avec pas forcément les revenus qui allaient en face. Ce qui a conduit à avoir des situations un peu difficiles. 2015-2016, il y a eu année de sécheresse. Donc 2015, on n'avait pas d'eau. 2016, j'avais de l'eau et j'ai trop arrosé, donc j'ai pas eu de légumes non plus, parce que trop d'eau, ça fait pas pousser les légumes plus vite. Au contraire, ils stagnent parce qu'ils n'ont pas besoin de se forcer à aller chercher l'eau dans le sol. Donc il n'y a pas eu de production. 2017, c'est pas trop mal passé. Et puis après, 2018-2019, on était encore en sécheresse et les résultats s'en sont ressentis. Ce qui a fait que je me suis retrouvé en situation financière difficile, à ne pas pouvoir rembourser la banque. Et ce qui a conduit à faire ce qu'on appelle une procédure de sauvegarde. Donc c'est assez à la mode là, avec le Covid, toutes les entreprises qui se ramassent parce qu'il n'y a plus d'activité. Et c'est assez récent, c'est pour éviter d'avoir un redressement judiciaire. C'est une étape qui se pose avant, où on dit, on, on demande au juge de bloquer toutes les dettes pendant 6 mois renouvelables, de manière à se rétablir un peu en trésorerie et puis proposer un plan de remboursement par la suite. Donc on passe 1 an sous le contrôle du juge. En fait, on n'est plus maître chez soi. Donc ça, c'est dur. Le compte rendu du jugement, c'est ça, c'est le juge qui vous autorise à continuer l'activité. Mais il peut très bien décider au bout de 3 mois que ça va pas et qu'il faut arrêter l'activité. Donc à ce moment-là, on vend tout. Et alors, comment ça s'est passé ça exactement? À partir de quel moment je sais que tu m'as raconté que tu avais été accompagné par l'association Solidarité Paysan. Comment exactement ça s'est passé? À partir de quel moment tu t'es dit il faut faire quelque chose parce que c'est plus possible là? Alors la personne là, qui m'avait trouvé la ferme, qui est en biodynamie, qui connaissait Solidarité Paysan, donc déjà en 2016, il était venu faire un genre d'audit pour dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Un autre maraîcher aussi qui était venu voir ce qu'on pouvait sauver et puis, dans les cultures. Et puis après, je me suis fait accompagner vraiment par Solidarité Paysanne. Donc c'est une association qui est là pour aider les paysans qui sont en difficulté. Alors ça peut être financier, ça peut être moral, ça peut être matériel. Enfin, ils sont pas là pour prêter de l'argent, mais ils sont là pour pas que les paysans se retrouvent tout seuls face à leurs problèmes. Ce qui conduit aujourd'hui malheureusement à ce qu'il y ait beaucoup de suicides dans le monde du paysan. Et il me poussait à faire cette procédure de sauvegarde, sachant que moi, j'étais pas trop chaud. Enfin, j'ai essayé de m'arranger avec la banque, mais la banque a émis une fin de non-recevoir en disant le responsable m'a même clairement dit que si ça avait été lui, il m'aurait pas prêté l'argent. Et comme c'était pas sur du foncier, il voulait pas échelonner la dette. Donc on a réussi à passer juste avant l'échéance. Alors, procédure de sauvegarde, c'est bien quand on ne doit pas déjà l'argent. C'est-à-dire que les échéances ne sont pas encore échues. Quand les échéances sont échues, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut les payer. Et donc ça devient un peu compliqué. Donc là, comme on était à terme à échoir, en fait toutes les dettes étaient postérieures. Donc le juge peut bloquer toutes les dettes. Et la banque ou les créanciers ne peuvent rien dire. Donc en fait, il faut réagir et demander de l'aide avant d'être en défaut de paiement, c'est ça? Oui, avant d'être vraiment dans les difficultés et dire je peux plus payer, enfin je suis à découvert et je peux pas payer, il faut vraiment demander l'aide et faire. C'est assez difficile de dire je vais faire une procédure de sauvegarde parce que ils gèlent les comptes, ils bloquent les cartes bleues, y compris les cartes bleues perso. Enfin, on s'est retrouvé avec un week-end où il nous restait 10 euros. On aurait été sur l'autoroute à vouloir faire le plein de la voiture, on pouvait pas rentrer chez nous, quoi. Donc c'est un peu contraignant, c'est un peu difficile. Après, Solidarité Paysanne est quand même là pour accompagner. Enfin, ils laissent pas les agriculteurs tout seuls une fois qu'ils ont fait la procédure. Mais je pense que c'est quand même une chose qui permet de sauver une ferme. Quelle aide ils t'ont apporté pour justement te sortir de cette situation? Alors il y a l'aide entre guillemets juridique parce qu'ils connaissent bien les dossiers, ils en montent assez régulièrement, donc ils savent ce que c'est qu'une procédure de sauvegarde, comment la remplir, qu'est-ce qu'il faut remettre comme document au juge. Donc il y a cette partie-là qui est quand même une grande aide parce que face aux documents ou face à ces problèmes, on n'a pas forcément envie de le faire. Et après il y a une présence en plus, donc ça, je pense que c'est le plus important, d'être solidaire. On n'est pas dans un monde très solidaire, je pense. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui soit à l'écoute, et puis ils peuvent aussi trouver d'autres accompagnants. Donc moi j'ai eu un maraîcher qui était en Dordogne qui est venu donner des conseils. Alors c'est sûr que quand j'ai mes plants que je les ai pas plantés, il peut pas faire grand chose pour moi. Enfin, je veux dire, à part dire va les planter parce que c'est le moment de le faire, mais donner des conseils techniques ou d'organisation ou des choses comme ça, apporter des éléments en plus. Et le fait de discuter avec un autre professionnel, ça permet quand même aussi de s'éclaircir un peu les idées et puis d'avancer un peu plus facilement. Et puis ils sont là, quand on a rendez-vous chez le mandataire judiciaire ou au tribunal, ils sont à côté. Et à la limite, c'est même eux qui parlent. Parce que déjà, eux, ils sont pas dans le contexte. Enfin, ils n'ont pas de partie sentimentale vis-à-vis de la ferme ou vis-à-vis de l'activité, donc c'est plus facile d'en parler.
Et puis ils ont plus l'habitude parce qu'ils les voient plus régulièrement, quoi. Donc ils connaissent les juges, ils connaissent les mandataires judiciaires, enfin voilà, c'est plus simple pour ça. Mais après ils peuvent intervenir sans que ce soit des procédures. Simplement quelqu'un qui est dans la difficulté, lui trouver quelqu'un qui n'arrive pas, à faire sa comptabilité, à lui trouver quelqu'un qui va l'aider ou l'orienter vers une structure, une autre association où les agriculteurs refont leur comptabilité. Donc il y a des formations, des choses comme ça. Enfin, ça peut être une aide pour trouver une personne qui va les aider. Après, je pense qu'ils peuvent aussi trouver des gens qui font un accompagnement psychologique. Oui, parce que ce que tu évoques, c'est aussi du coup d'un côté la solitude que certains paysans vont avoir face à ce genre de problème ce qui amène aujourd'hui à un chiffre qui est quand même dramatique, qui est une moyenne de 2 suicides par jour d'agriculteurs en France. Donc c'est quand même énormissime d'en arriver là enfin, il faut le dire du coup qu'il y a des associations aussi pour aider et pour sauver les personnes de ce genre de situation quand même. Toi tu disais c'était l'agriculteur du coin qui t'avait conseillé d'aller voir Solidarité Paysan, c'est ça? Oui. Oui, mais il était venu avec une personne qui était bénévole à Solidarité Paysanne. Et après, c'est vraiment les salariés de Solidarité Paysanne qui sont arrivés. Mais je pense que c'est parce qu'on a tiré le signal d'alarme en disant on n'y arrive plus et on est en situation difficile, quoi. Donc au départ, c'est l'accompagnement technique et puis ça s'est soldé en disant tu peux pas aller plus loin. Alors la personne m'a aussi accompagné à la banque quand on a vu le directeur de Limoges. Ouais. Donc là, au lieu d'avoir un échelonnement où j'avais 3 échéances annuelles, là on se retrouve sur un étalement sur 12 ans avec une progression assez lente au départ. Et ce qui permet de dire je vais être meilleur techniquement et je vais sortir plus de légumes ou d'autres produits. Et pouvoir rembourser la dette petit à petit. Donc les premières années, ça permet de reconstituer de la trésorerie, éventuellement de réparer parce qu'on a eu beaucoup de casses, soit sur les serres avec des coups de vent, soit sur le matériel qui casse parce que j'ai acheté du matériel d'occasion et comme il est vieux, il casse plus facilement que du matériel neuf, en principe. Et ça permet de se rétablir un peu, donc faire face à des situations et de redémarrer sur des bonnes bases. Sans avoir le coup près qui tombe sur 3 échéances comme ça qui étaient assez lourdes. Là où j'étais pas préparé, c'est ce qui m'a plus surpris, c'est qu'en fait on n'a pas de trésorerie en début d'année. Parce qu'on achète tous les plants, on achète les semences, on achète plein de choses et on n'a pas récolté donc on ne vend pas. Et on se retrouve les 6 premiers mois de l'année à jouer, on est sur la corde raide et on essaye de jouer soit avec les découverts, soit avec différents comptes. Ou retarder les paiements de certaines factures parce que on n'y arrive pas, quoi. Et puis des choses qui nous tombent dessus, qui ne sont pas prévues. Matériel qui casse, là, récemment le tracteur, donc ça met un peu en danger la situation de la ferme. Donc voilà. Moi je n'étais pas préparé, peut-être parce que j'étais pas du milieu, à avoir pas garder un volant de trésorerie suffisamment important pour faire face à des impondérables climatiques ou mécaniques. Après le suicide de l'agriculteur, oui, quand on est tout seul devant ses problèmes, il y a des fois... on envoie des témoignages en disant il regarde l'arbre et la corde, je la mets à quel endroit, quoi. Quand c'est pas un coup de fusil, et puis ça va très vite. Donc je pense que... Alors on m'a donné une explication aussi avec la mécanisation. Avant sur les fermes, il y avait 3-4 personnes où les voisins venaient faire les foins ou des choses comme ça. On allait, et puis on faisait un gueuleton le soir ou une fois qu'on avait rentré les foins. Quand on a mécanisé, qu'on a fait ce qu'on appelle les roundballers, c'est les grosses boules qu'on voit dans les prés au début de l'été, l'agriculteur s'est retrouvé tout seul avec son tracteur, ses outils, et il parlait plus à personne. Donc s'il avait un problème parce qu'il avait cassé le truc, il ne pouvait pas faire les foins, il y a des fois, il n'en faut pas beaucoup pour dire je vais me foutre en l'air. Donc c'est pas étonnant, quoi. C'est pas étonnant. Je pense qu'on en est arrivé dans une situation où justement plus personne se parle et ça devient compliqué. Justement, je tenais à aborder avec toi le sujet du surendettement dans le milieu agricole parce que c'est un sujet qui est finalement assez peu médiatisé et pourtant qui est hyper prégnant dans ce milieu-là. Et si on regarde les chiffres, on peut voir que le niveau d'endettement moyen est de 190 000 euros. Pour certaines exploitations, notamment l'élevage, ça peut aller, pour 30% des exploitations par exemple, c'est plus de 300 000 euros d'endettement. Toi, tu t'es endetté à quel niveau pour ton matériel et en fait, comment on en arrive à des taux d'endettement si élevés dans le milieu agricole et finalement si rapidement parce que c'est au moment de l'installation qu'il faut faire tous ces investissements?
Moi, j'ai emprunté 80 000 euros à la banque. Donc ça couvre l'irrigation où on a fait creuser, il y a 400 mètres de tranchées avec les tuyaux enterrés, il y a une station de pompage avec les filtrations, etc. Et déjà ça c'est 35 000 euros. Donc c'est le plus gros investissement et après il y a les serres, c'est 17 000 euros. Donc effectivement, si on n'investit pas dès le départ, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de production au printemps, il n'y a pas de tomates l'été. Parce qu'on est en Limousin, s'il y a une pluie, les pieds de tomates en 3 jours ils sont par terre, c'est déjà arrivé. On avait perdu 200 pieds de tomates en 2014 et parce qu'en 3 jours il y a le mildiou qui s'est installé et on ne peut rien y faire. On est en bio et il n'y a pas le traitement miracle. Et les endettements comme ça, parce que justement en début d'installation, soit il faut acheter le foncier qui est quand même assez élevé. Alors en élevage, quand on veut avoir 200 vaches, il faut 200 hectares, donc ça se paye. C'est un hectare pour une vache. Ouais, et il faut 200 vaches. Il faut acheter 200 vaches, oui. Donc il y a un investissement, alors il peut y avoir des prêts. Donc sur le foncier, c'est étalé sur beaucoup plus longtemps. Sur le bétail, je pense que c'est un peu plus court parce qu'il y a toujours le risque de voir le bétail mourir. Et puis même un tracteur d'occasion, c'est 60 000 euros. Donc ça va quand même assez vite. Et puis je pense qu'il y a... Pendant des années, on a expliqué aux agriculteurs que c'était bien qu'ils n'aient pas de bénéfices en fin d'année. Donc ils rachetaient soit à crédit, soit sur les bénéfices qu'ils avaient de l'année, ils rachetaient du matériel en fin d'année. De manière à ne pas déclarer, pas payer de cotisations sociales. Et ça, on avait expliqué pendant très longtemps, à mon avis. Voilà. Donc il y a des gens qui avaient des tracteurs neufs tous les ans ou tous les 2 ans et ils revendaient l'autre, mais ils se rendettaient à chaque fois. Et du coup, ça, c'était au détriment de leur trésorerie de début d'année? Oui, il n'y a pas de trésorerie parce qu'on a tout claqué. Et tout ça, c'est pour ne pas payer de cotisations sociales, donc pas de retraite. Et après, effectivement, le montant des retraites des agriculteurs est vraiment très faible et ridicule. Donc quelqu'un qui est juste limite, qui faisait pas beaucoup de bénéfices, il a une retraite de 400 euros par mois, quoi. Alors après, pour revenir sur l'endettement, oui, je pense que soit on fait appel à des prestataires de services, ou alors on adhère à ce qu'on appelle des CUMA, c'est des sociétés où on met du matériel en commun, pour avoir certains matériels qui sont un peu trop onéreux et qu'on va utiliser 3 fois dans l'année. Et soit on achète du matériel. Et puis quelquefois c'est la course aussi pour dire c'est moi qui ai le plus gros tracteur. On voit même quelquefois des photos où on voit 3 batteuses qui sont côte à côte en train de moissonner un champ. Moi l'erreur, c'est pas une erreur, mais comme on avait 18 hectares, donc 9 hectares de prairie et 9 hectares de terre, on a mis des brebis. Et si on fait des brebis, faut faire du foin, donc il faut 5 matériels différents pour faire le foin, pour faire la fenaison. Et puis après c'est une semaine de travail parce qu'il faut rentrer les bottes à l'abri. Et puis comme il y a 9 hectares de terre et qu'il n'est pas question de faire 9 hectares de maraîchage, on fait des céréales, donc c'est plus les mêmes outils non plus. Donc ça veut dire qu'il y a les outils pour le maraîchage où là on peut se contenter avec des petites choses, et puis après dès qu'on attaque les grandes cultures et les foins, il faut des matériels un peu plus compliqués, un peu plus chers. Donc l'investissement il a été là aussi. Et dans la partie empruntée, il y a quand même une partie qui a été sur fonds propres. Donc c'est pas que 80 000 euros d'investissement, mais il y a toute la partie sur fonds propres qui a été payé avant de demander les crédits. Le fourgon pour aller faire le marché, il y a une partie, comme on est en biodynamie, un dynamiseur, c'était payé avant. Il y avait une chambre froide aussi qui avait été payée avant. Enfin, voilà. Donc c'est pas que 80 000 euros d'investissement, il y a beaucoup plus que ça. Et tu saurais à combien t'estimes ton investissement de départ? En matériel, je pense que c'est le double. Donc toi, tu es en modèle de polyculture élevage. Comment on fait pour avoir une ferme en polyculture élevage et donc différents ateliers, tout en ayant l'équipement et sans se surendetter finalement? On a quoi comme solution aujourd'hui? Faut pas le faire surtout, je crois. Donc ça, c'est la vision du petit citadin que j'étais, qui avait un petit jardin où il faisait 50 mètres carrés de potager. J'avais quand même des lapins, des poules, des canards, en région parisienne. Donc, mais ça s'arrêtait là. Donc je pense que... voilà. Après, moi, une ferme où il n'y a pas d'animaux, c'est pas vraiment une ferme. Donc après, on peut dire, c'est un terrain en maraîchage, mais pour moi, c'est pas une ferme. J'ai fait ça et je pense que c'était une erreur d'aller là-dedans. Après, les brebis, si elles se débrouillent toutes seules, c'est pas énormément de travail. C'est une semaine pour faire les foins et puis après, l'hiver, il faut les nourrir 2 fois par jour et leur donner à boire. Parce qu'on essaie de les rentrer pour éviter que les renards viennent faire des dégâts dans les agneaux. Donc c'est pas encore énormément de travail, mais bon, c'est tout ce qui est les à côté. À recueillir des animaux qui n'avaient plus de maison, c'est comme 2 chèvres et puis l'erreur d'acheter un bouc. Ce qui fait que déjà chèvres et maraîchage, ça se prête pas bien. Les chèvres aiment bien les choux, donc quand elles arrivent à se sauver et qu'elles tombent dans la planche de choux, en fait, on a tout perdu.
Et le fait d'avoir acheté un bouc, bah oui, il y a eu des petits en plus. Donc ça aussi, c'était une vision un peu courte de ma part en disant, bah oui, c'est des animaux, c'est quand même dommage qu'ils puissent pas vivre une vie d'animal. Donc bon, ça c'était une grosse erreur. Mais faire autant de choses, voilà, enfin, à mon sens, c'est impossible. Sauf qu'une fois qu'on est dedans, on peut difficilement s'en ressortir. Je ne vois pas vendre les brebis ou abattre tout le troupeau. Surtout qu'ici, les brebis, elles sont jamais réformées, elles vivent leur vie jusqu'à leur mort. C'est-à-dire qu'on ne va pas les envoyer à l'abattoir pour faire de la saucisse. Parce que moi, c'est pas mon activité principale, donc c'est ma vision de la chose. Alors peut-être encore une vision citadine, je sais pas. Mais donc bah, après, c'est peut-être pas rentable non plus. À force de vouloir en faire de trop, bah, on n'arrive à rien faire. Et donc ça se ressent sur les légumes. Et là, on arrive à la période la plus dure, parce qu'il y a tous les semis à faire, toutes les plantations à faire, et ça implique le reste de la trésorerie sur l'année. C'est-à-dire que là, il va bientôt falloir semer les choux de Bruxelles qu'on va récolter au mois de décembre. Et si j'attends encore un mois pour le faire, bah, il n'y aura pas de choux de Bruxelles au mois de décembre. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut arriver à anticiper, et puis bah, il y a quand même d'autres choses à faire derrière, enfin, notamment faire les clôtures, parce que quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de clôture. C'était des vaches, et Barbelu, ça fait rire les brebis. Donc elles se sauvent à chaque fois qu'elles veulent, donc il faut refaire des clôtures, et ça prend un temps fou. Et ça fait aussi un investissement derrière, puisque le mètre linéaire de grillage n'est quand même pas donné. Et comment tu l'as vécu du coup justement cette situation, et comment tu as su gérer ce stress finalement dans cette situation? Bah, le fait de savoir que je n'étais pas tout seul, que je pouvais toujours dire... Alors on se voyait quand même tous les 15 jours, donc c'est quand même assez régulier. Quand il y a quelqu'un qui vient tous les 15 jours, voilà, on lui dit, bah voilà, dans les 15 derniers jours, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc c'est pas dire pour rendre compte, mais dire, bah je vais quand même dire que j'ai fait quelque chose. Ou alors ça va pas du tout, et puis on trouve une aide psychologique qui va avec. Alors comment je l'ai vécu? On l'a mal vécu, surtout avec ma femme. Parce que bah, c'est la question, c'est est-ce que tu veux vraiment continuer? Et moi je l'ai mal vécu parce qu'en fait j'ai mis 29 ans de ma vie professionnelle, avec tout ce que j'avais gagné pendant 29 ans, sentimental parce qu'on est venu avec les enfants et je les ai pas vus parce que je travaillais tout le temps. Et puis même social parce que bah, les amis ils écrivent et au bout de 6 mois ils ont oublié quoi, qu'on n'est plus là. Et on se refait pas des amis comme ça du jour au lendemain parce qu'on arrive, et surtout quand on bosse tout le temps. Donc moi je l'ai mal vécu parce que bah, je pense que je leur ai un peu gâché l'existence dans ce qu'ils avaient auparavant. Donc ça n'a pas été facile. Et après, le fait d'en parler, bah, dire bah oui. Sauf qu'à un moment donné, c'est est-ce que il n'y a que moi qui en souffre, ou est-ce que bah, j'essaie d'avancer et que j'essaie aussi de vivre la vie que j'avais envie de faire. Parce que quand je me repose la question ou j'essaie de réfléchir, j'ai pas envie de faire autre chose. Après le suicide, bah, ça traverse toujours les idées, hein. Mais bon, je pense que la vie est assez courte. C'est pas la peine de l'écourter plus, et qu'il y a toujours un moyen de rebondir. Si un jour je devais partir de la ferme, bah, ça va m'arracher le cœur, mais j'irai faire autre chose, quoi. Et je pense que c'est pas une solution maintenant. Bon, tout le monde voit pas ça comme ça. Enfin. Qu'est-ce que tu fais, Christophe? Je sors les plants qu'on a rempotés qui sont dans l'eau. Donc là, ça va leur faire du bien d'avoir pris l'eau. Et puis après, ils vont passer une bonne nuit. En tout cas, on le leur souhaite parce que cette nuit, c'est la nuit où il va reneiger normalement. Voilà, ils annoncent un peu de gel nocturne pendant 3 jours. Alors qu'on a eu 25 degrés et puis 15 la nuit, la semaine dernière. Et que quand on a ouvert la serre, il faisait 42 degrés sous la serre. Voilà. Il fait encore 30 là, alors qu'il est 18h. Mais comme il n'y a pas de nuages, la température va chuter beaucoup. Et je pense que les plantes, les arbres, etc., tout ça a commencé à fleurir, va avoir un peu de mal. Est-ce que ça, c'est un des signes du dérèglement climatique que tu peux observer? Je sais pas. Le coup de chaleur précédemment, oui. Après, le fait qu'il fasse froid au début avril, ça me paraît pas aberrant. On a juste oublié que bah, jusqu'à 15 mai, on peut avoir dégelé, quoi. Et c'est quand même... il y a quand même quelques années où on a des temps très doux. Alors en Limousin, le climat a quand même pas mal changé, parce que c'était quand même des climats froids, surtout l'hiver. Et là, on a des hivers quand même très doux. Et depuis quelques années, on n'a plus que 2 saisons, une saison chaude et une saison des pluies. Donc ça fait assez bizarre. Où l'été, on a 35 degrés, et puis l'hiver, il fait 10 degrés, mais il pleut tout le temps. Ah ouais, il fait pas plus froid. Ça fait longtemps, là, cet hiver, il y a eu quelques coups de gelée, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça en plein hiver.
Et donc on a beaucoup oublié. Et le premier hiver qu'on a passé ici, on a eu moins 17 dans la cour de la ferme avec de la neige. Ah ouais. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et après, quand on interroge un peu les gens qui sont d'ici, qui sont là depuis très longtemps, ils ont plus le souvenir depuis 10 ans qu'il est vraiment gelé. Alors que ils racontent que les années précédentes, oui, on avait des coups de gel. Ça m'embête vraiment ces coups de gel nocturnes parce que je sais pas comment faire. Ouais, tu risques de tout perdre là, en plus. Bon, les salades, elles vont tenir, je pense. Donc là, il reste des épinards qu'on n'a pas plantés parce qu'il n'y a pas la place. Ils sont arrivés trop tard. Après, tout le reste, ce qui craint, ce sont les tomates, les aubergines, les poivrons qui craignent un peu. Les artichauts aussi, parce qu'ils sont pas très mouillés. L'artichaut, le cardon, c'est pas. Comme sur jeune plant, ça tient pas forcément bien. Je suis maintenant avec Roselyne, la femme de Christophe. Donc Roselyne, je trouvais ça hyper intéressant et important de partager aussi ton témoignage parce que la place du conjoint dans un projet d'installation agricole est centrale. C'est souvent des projets de vie, des projets de famille. Et donc c'est central d'autant plus quand cette personne ne partage pas forcément le projet professionnel agricole, comme toi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, nous dire quelles étaient vos attentes et tes attentes aussi à toi au début? Alors tout au début, en fait, ça s'est transformé un petit peu en projet commun, même si à la base l'idée venait de Christophe, parce qu'à l'époque où il a eu envie de faire ça, moi j'étais en dernière année d'école de naturopathie. Et à l'époque, j'étais vraiment dans le flot de la naturopathie. Donc l'idée, c'était de quitter les grands centres urbains. Et moi, j'avais l'idée, le projet de me dire, bah, pourquoi pas allier les deux projets et faire un centre de remise en forme où des personnes pourraient venir faire des remises en forme, des jeûnes, des périodes de ressourcement. Et moi, y introduire des ateliers en lien avec le nouveau métier pour lequel je me préparais. Et du coup, finalement, comment ça s'est passé l'arrivée ici sur la ferme et l'évolution de ton côté de ce projet-là? Alors, on va dire que ça a été une petite catastrophe. Déjà parce que moi, mon projet, c'était d'avoir un lieu avec une piscine, avec un spa, pour aller justement avec tous les soins d'hydrologie qu'il y a en naturopathie. Et moi, je cherchais un lieu un petit peu plus classe. Et en fait, quand on est venu visiter cette ferme, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais, ce que je rêvais. Mais je suis quand même tombée amoureuse du lieu en me projetant, en disant bah c'est pas grave, on va faire les travaux. Et puis comme il y a quand même beaucoup de gens qui viennent revenir au naturel, je me suis dit qu'on n'était pas forcément obligé de faire quelque chose de classe, qu'on pouvait faire des roulottes, des tentes, des caravanes, avoir un hébergement plus classique et que ça attirait quand même des personnes qui ont envie de se rapprocher de la nature. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu, tout simplement. Je suis arrivée toute seule avec les enfants ici, puisque on a eu des gros soucis pour vendre notre maison qui était à la base devait nous permettre d'apporter le capital. Et on a galéré pendant 3 ans et demi. Et Christophe, du coup, est resté à Paris et moi toute seule ici, dans une ferme de 26 hectares. Quand même plus de 40 ans citadine, avec 2 ados qui n'étaient pas tellement ravis de se retrouver coincés dans une ferme et loin de leurs activités sportives dont ils avaient l'habitude de faire, de loin de l'école de musique, loin de tout. Voilà. Donc ça a été 3 ans difficiles, surtout que bah, moi en fait je me suis oubliée dans l'histoire. Et il y avait beaucoup de légumes de planter, donc à récolter. Et du coup, je me suis retrouvée à faire la maraîchère, alors qu'à la base, c'était pas du tout mon projet. Et donc, j'ai essayé de développer mon projet, mais en fait, j'étais complètement avalée par l'activité de la ferme. Et en plus, bah, me retrouver seule
en plein milieu de cette immensité, sans amis, sans mes habitudes. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai glissé petit à petit vers une sorte d'état dépressif. J'ai mangé beaucoup de chocolat pour noyer ma solitude et mon ennui, et j'ai pris 30 kilos. J'en ris aujourd'hui, mais c'est sûr que sur le moment, surtout pour une naturopathe, c'était pas vraiment génial. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de manger ma frustration, de remplacer cette frustration de contacts sociaux par du sucre. Mais ça s'est fait petit à petit, je m'en suis pas rendu compte, parce qu'au départ, j'étais un petit peu dans l'illusion du projet. J'ai pas vu les choses arriver. C'est quand j'en ai pris conscience que ça a été un petit peu compliqué. Et justement, tu parles d'illusion, du coup, tu as vécu, toi, un peu une désillusion ici en arrivant. On en parlait hier et c'est pour ça que je me suis dit que c'est aussi important face à maintenant de plus en plus de personnes qui veulent quitter les villes, s'installer à la campagne et notamment aussi s'installer en agriculture. Aujourd'hui, les néo-paysans, ça représente plus de 50% des nouvelles installations, donc on voit qu'il y a vraiment quand même un mouvement. Et c'est aussi important je pense, de prévenir aussi que voilà, c'est aussi difficile et que ça peut ne pas correspondre aussi à certaines illusions et certaines attentes. Comment, pour toi, on peut se prémunir un petit peu de ce risque-là et en tout cas tester nos illusions et enfin voir si ce ne sont pas que des illusions et si ça peut vraiment correspondre à nos attentes? Bah déjà, je dirais que le premier point, ce serait de bien se connaître, de faire un travail sur soi avant. Puisque moi, avant, je ne connaissais pas forcément, même si j'avais fait déjà beaucoup de développement personnel, à l'époque, je n'avais pas été coachée et je ne connaissais pas mon profil de personnalité à fond, je ne connaissais pas mes mécanismes internes. Et je construis mes idées, je construis ma façon de faire avec au contact des autres. Et c'est vrai qu'à Paris, je ne m'en rendais pas compte parce que moi, j'avais énormément d'activités à l'extérieur. Je chantais dans une chorale, je participais à des spectacles, j'allais à des cours de métaphysique. J'étais en fait jamais chez moi. Et, et en fait, quand je suis arrivée ici, j'étais dans l'illusion parce que le paysage est magnifique. Parce qu'il y a les animaux, j'adore les animaux, je pouvais enfin avoir des chiens. Mais je ne pouvais pas, tiens, j'ai envie d'aller boire un café chez une copine. Avant, je faisais 500 mètres, j'allais toquer, j'avais ma copine ou mes copines, je faisais plein de choses. Et là, d'un seul coup, on se retrouve tout seul. Parce que là, pour que les gens se rendent compte, Château-Chervy, il y a combien d'habitants et vous êtes à combien de kilomètres du centre? Alors, on était dans une ville de banlieue qui avait 15 000 habitants. Château-Chervy, je crois qu'il y a 800 ou 900 habitants. Je vous dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, on est moins de 1000. On est à 7 kilomètres du bourg. Donc, il faut traverser la forêt. Enfin, des petits chemins voilà, pour arriver au bourg. Et au bourg, il y a une boulangerie qui est ouverte que 3 jours par semaine à partir de 16h. 2 cafés. Et dont un café-épicerie. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Oui, donc un gros changement en effet. Et ça, en visitant avant, tu t'en étais pas rendu compte ou t'avais pas cette crainte tout simplement, parce que c'est souvent un frein aussi justement des citadins pour aller à la campagne. Bah non, parce que je me suis dit, oh, Limoges n'est qu'à 35 km, c'est rapide. En plus, il n'y a pas d'embouteillage comme à Paris, où des fois, pour faire 14 km, je pouvais mettre 1h30, voire 3 heures. Là, en 35 minutes, c'est fait. On se dit, bon, la ville n'est pas loin. Il y a Saint-Thierry-la-Perche qui est même pas à 20 minutes de route. Mais en fait, quand on est vraiment sur le lieu, vous avez oublié le pain. Ah bah oui, il faut faire 12 km. Voilà. Donc, et puis vous avez des amis, c'est Limoges, ou loin dans le village, parce que même Château-Chervy, je crois, s'étend sur plus de 300 km². Vous pouvez avoir une amie qui habite à Château-Chervy, mais vous avez besoin de 15 minutes pour aller chez elle. Donc voilà, la première chose pour en revenir à la question, c'était déjà bien se connaître et de bien aussi discuter en famille avant. De quelles sont les attentes de chacun, de bien poser la question. Et je dirais peut-être
parce que je l'ai vu, des gens que j'ai trouvés très intelligents, notamment les woofers. Nous avons eu des familles de woofers ou des couples qui avaient ce projet et qui sont venus faire du woofing pour tester le travail à la ferme, pour tester l'environnement. Donc ça peut être une bonne idée de faire du woofing justement pour se tester un petit peu. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile si le projet de la ferme de Christophe s'était inscrit dans un collectif, dans un projet collectif? Connaissant Christophe, je suis pas sûre que ce soit possible parce qu'il est quand même... je sais pas s'il arriverait à travailler en groupe, mais d'habiter avec des gens, c'est ça la question? Ouais, ou bien qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent à la ferme avec Christophe, justement que la ferme soit partagée avec d'autres pour que ce soit pas toi qui l'aide, mais justement qui partage la charge de travail avec d'autres associés. Ah si. Déjà pour la vie de famille. Puisqu'en fait, c'est pareil, j'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand je fais le recul sur ces 10 années passées, je me rends compte que ça fait 10 ans qu'on n'est pas parti en vacances, à deux. Moi, maintenant, je peux me permettre de partir en vacances, mais toute seule. Si jamais lui veut partir en vacances, voir sa maman en Bretagne, par exemple, il faut que je reste là. Alors que si on était dans un collectif, je pense qu'on pourrait faire des rotations avec des personnes qui sont d'astreinte, parce que même s'il n'y a pas forcément... Nous, on a des animaux qui sont un petit peu sauvages, mais il faut quand même être là pour surveiller. Il y a quand même des chevaux. Un cheval peut se blesser, un mouton peut se prendre un barbelé, ou peut se retourner et ne pas être capable de se remettre droit tout seul. Puis bon, les légumes, ça pousse surtout l'été, donc ça veut dire plus de vacances l'été. Et donc ça peut être dangereux pour le couple, puisqu'on n'a plus de moments ensemble pour partir, pour partager des choses, parce que le travail prend le pas sur la vie de couple. Et ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus partager. Sans compter quand on a des enfants aussi, ça veut dire les priver de partir faire des choses, aller faire du camping ou visiter d'autres pays. Enfin voilà, après ça dépend, mais c'est vrai que je pense que là-dessus, au niveau des enfants, moi j'ai un gros regret. Un gros regret de la période de ces 10 années, où justement on n'a plus rien fait avec eux. Et toi, tu dis que justement que ça peut être difficile pour le couple, une épreuve. Pourtant, toi, tu es restée. Et c'est quoi qui t'a fait rester justement et comment tu as su surmonter ça et trouver l'équilibre justement? Je dis pas que j'ai jamais pensé à partir. Et j'ai dit pour l'instant, je suis toujours là. Pour l'instant, je suis toujours là. Déjà, la première chose, c'est l'amour. Oui, quand même, ça va faire 25 ans qu'on est ensemble, donc voilà, c'est pas pour rien. Et puis, parce qu'au départ, avant de penser à la séparation, me dire qu'est-ce que je peux faire moi pour essayer de changer mon... Ok, ça me convient pas, ça ne me plaît pas, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour me sortir de la situation? Et donc j'ai mis en place des solutions, j'ai accepté de partir en vacances seule et de ne plus culpabiliser quand je pars en vacances. Parce qu'il y a ça aussi. Mais après, je lui ai déjà dit, si tu veux, on revend, ou on arrête l'activité de maraîchage, tu trouves un travail, on met que des animaux, et puis après, tu auras comme tout le monde du temps et on pourra garder le lieu. Pour l'instant, il n'est pas du tout prêt, il veut vraiment continuer son activité, c'est là-dessus qu'il s'épanouit. Mais moi, je me dis, moi, qu'est-ce que je peux faire pour tenir le coup, en fait. Donc, pour l'instant, ce qui m'a tenue, c'est de mettre en place des solutions. C'est-à-dire d'enlever la culpabilité de partir quand je vais partir, de m'aérer, d'aller à la mer quand j'ai envie, d'avoir une activité professionnelle qui me permette de partir. Ouais, le week-end dernier, j'étais à Lyon. Enfin, voilà. Et pour l'instant, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Maintenant, on va passer aux carottes. Ça pousse par contre. Et là, tu prépares la livraison pour qui? C'est pour une association de consommateurs qui s'appelle le Panier de Germaine.
qui est à une dizaine de kilomètres de la ferme. Donc on propose les légumes sur un site internet. Les gens choisissent et après on va livrer. Donc ce qui est récolté est vendu en fait. Est-ce que, avant de te lancer justement, tu t'imaginais tout ce côté-là et t'imaginais que tu pourrais rencontrer des difficultés à ce point-là? Bah non, alors j'ai un très beau livre qui s'appelle Mon bonheur est dans le pré, où il y a plein de belles gravures, des machins, des images. On disait bah voilà, si vous avez un petit potager, un grand potager, c'est une ferme, vous l'organisez comme ça et c'est très beau. Donc je pensais pas être voilà avoir autant de difficultés sur l'installation, parce que ça a quand même pris vachement de temps, et puis sur tout le reste, en disant bah c'est facile, il n'y a qu'à. Enfin, entre faire 50 mètres ou 100 mètres de potager et puis dire je vais faire 1 hectare de légumes, c'est plus tout à fait la même chose. Donc les quantités sont pareilles, ça se gère pas de la même façon. Enfin, bon, voilà. Donc non, je pensais pas avoir autant de difficultés. Pour moi, c'était facile. Tout était clair et que j'avais le temps de tout faire. Et pour autant, ce que je trouve beau dans ton histoire, c'est que ça t'a pas coupé l'envie d'être paysan, quoi. Enfin, ça t'a pas dégoûté de ça et t'as toujours envie de le faire, quoi. Oui, j'ai déjà pas envie de retourner sur une chaise devant un ordinateur, parce que je pense que j'ai fait mon temps, il y a des choses qui m'ont plu, mais le contact avec la nature, les mains dans la terre, il y a un contact complètement différent, enfin, on se ressource complètement différemment, et puis même si je travaille beaucoup, il y a quelques fois je prends un peu de temps pour me poser ou regarder autour de moi, plutôt que de regarder mes pieds, enfin, parce que je suis en train de planter, mais lever la tête et regarder tout ce qu'il y a autour, et c'est beau. Et on se sent bien, et puis même quand il y a du vent ou quand il pleut, on se sent bien quand même. Et puis ça fait partie du boulot, enfin, c'est pas parce qu'il fait pas beau qu'on va pas dehors. Donc on travaille quand même. Et non, c'est clair pour moi que j'ai pas envie de faire autre chose. Alors que beaucoup plus jeune, fin d'adolescence, on m'a traité de technocrate, parce que je voyais que l'électronique, l'informatique, que des trucs comme ça, il y avait que ça qui m'intéressait, et que je sortais jamais. Ouais. Alors que je suis passé de tout au tout. Hein. Bon, après, il y a quand même un ordinateur, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Travailler avec le vivant, c'est quand même valorisant. Enfin, ce qui me valorise beaucoup, c'est quand on dit que je vais récolter, que je vais vendre au marché, que je vais nourrir les gens qui vont venir en face de moi. Avec des produits, alors on est en bio et en biodynamie, donc avec des produits nourrissants, et il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a pas de traitement autre. Il y a de temps en temps des tisanes ou des purins, des choses comme ça. Mais voilà, je sais que je ne vais pas empoisonner les gens avec ce que je vais leur vendre. Et ça, je trouve valorisant de dire je vais nourrir. C'est un des besoins primaires quand même des gens, de manger. C'était une de tes motivations au début quand tu t'es lancé aussi? Non, je voyais pas ça comme ça. Je voyais pas la valorisation de dire moi je suis heureux quand je récolte une caisse d'épinards ou des salades que je sais que je vais les vendre derrière, que les gens vont les apprécier. Je le voyais pas au départ. Moi, ce que j'avais besoin, c'est de me mettre à la terre et puis de planter. Juste planter. Oui. En fait, j'aime bien semer une graine et puis empoter les plants quand ils ont levé. Après les planter, ce que je sais pas faire, c'est désherber par exemple. Ce qui fait qu'en bio, voilà. C'est aussi une des explications pourquoi les résultats sont pas là. Parce qu'en bio, si on désherbe pas à la main, on y arrive moins bien. Et est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux du coup la situation et est-ce que tu le vis mieux? Est-ce qu'il y a il y a quand même un moment de la crise qui est passé? Vous en êtes où aujourd'hui sur la ferme? La crise est passée parce que les dettes ont été gelées. Et puis là, comme c'est échelonné, et que je crois que c'est 1% la première année, 3% la deuxième année, il n'y a pas beaucoup d'échéances. Donc ça va monter dans les 4-5 ans à venir où il va falloir rembourser beaucoup plus. Mais ça veut dire que déjà j'ai le temps de voir venir et puis m'y préparer en disant je vais essayer de mettre de la trésorerie de côté. Donc c'est un peu plus. Je suis un peu plus serein de ce côté-là. Après, le tracteur a cassé et voilà, toute la trésorerie, l'excédent de trésorerie de cette année va passer dans la réparation du tracteur. Donc on a rencontré quand même des gens formidables qui vont me prêter de l'argent parce qu'en fait je peux pas le faire réparer maintenant et si je le fais pas maintenant, la saison est foutue. Et un peu plus dynamique aussi parce que justement en étant plus serein sur le volet financier, j'ai plus l'envie de planter et de récolter et d'aller vendre. Alors que quand on est dedans en disant je vais jamais m'en sortir, on n'a pas forcément envie de se lever le matin. Hein. Bon après voilà, le contact avec les animaux c'est différent, mais dire à quoi ça sert de continuer si de toute façon je suis obligé de vendre derrière parce que la banque va me mettre le couteau sous la gorge. Donc là c'est passé et ça va un peu mieux.
Donc suite à cette expérience, tu me disais que toi tu voulais aussi accompagner, enfin et tu aurais des conseils à donner aux gens qui s'installent, notamment des erreurs à ne pas faire. Donc ce serait quoi ces erreurs à ne pas faire? J'ai toujours dit que je pouvais écrire un livre sur toutes les bêtises à pas faire quand on devient agriculteur. Donc déjà la première chose, faites pas comme moi. Et après, bah oui, je pense que si je devais refaire un plan d'investissement, je miserais pas autant sur le matériel, mais plus sur l'infrastructure, les serres, des choses comme ça. Et peut-être mettre plus de serres, parce que je pense que même là, avec les étés très chauds, c'est plus facile à gérer une serre que de gérer le plein champ. Parce que l'évaporation elle est peut-être moindre. Parce que les serres elles sont un peu plus ventilées, donc il fait un peu moins chaud à mon avis dans les serres qu'en plein soleil. Donc je pense que je ferai des plans d'investissement différents. Après j'ai déjà dit à des jeunes qui voulaient s'installer en maraîchage, il faut une serre, un gros motoculteur et éventuellement un quad pour transporter des choses, ou même s'il y a des purins à mettre, on peut mettre un pulvé sur un quad. Enfin, voilà, et ça suffit comme investissement, donc pas faire ce que j'ai fait moi, acheter beaucoup de matériel. Parce que je me suis dit que si j'étais tout seul sur la ferme, parce que je pouvais pas embaucher, en fait, il fallait que je trouve un autre moyen, donc en mécanisant, en disant je vais m'en sortir parce que je vais mécaniser. Et en faire trop de surface justement parce qu'on mécanise et on s'en sort pas plus parce qu'il y a plus de travail et moins de culture suivie. Donc quand on suit pas une culture, le résultat il est là, on n'a pas de récolte. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer, Christophe? Devenez agriculteur, c'est un super métier et on va en manquer dans les années à venir. Eh ben, on est content de voir qu'il n'y a quand même aucun regret malgré les difficultés. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup à Christophe et Roselyne de nous avoir partagé leur histoire et les moments difficiles qu'ils ont traversés. On comprend ô combien le métier de paysan est un métier noble, passionnant et porteur de sens, mais également difficile, surtout si on se lance seul dans l'aventure. On entend de plus en plus de belles histoires de reconversion heureuses et porteuses de sens, mais on entend moins souvent les désillusions que certains ont aussi pu rencontrer. Alors encore une fois, merci à Christophe et Roselyne pour ce précieux témoignage. L'installation, notamment pour les néo-paysans, est un changement de vie courageux auquel il faut se préparer sur les plans personnel, familial, professionnel et aussi entrepreneurial. Par exemple, en passant du temps sur des fermes pour apprendre et se tester, mettre à l'épreuve nos illusions, à l'épreuve de la réalité. Aussi, en se faisant accompagner pour bien dimensionner sa ferme et son activité, se faire conseiller pour ne pas se surendetter dès le début, envisager des projets collectifs pour partager la charge de travail et avoir des fermes diversifiées avec des fruits, des légumes, des animaux, si tel est notre projet. Et comme Christophe nous disait, ne pas penser que la mécanisation sur grande surface permettra de mieux s'en sortir. Autant de leçons que tirent Christophe et Roselyne de leur propre expérience et qu'ils souhaitent partager à ceux qui aimeraient se lancer dans la belle aventure de l'installation. Partager pour éviter des situations qui peuvent parfois virer au drame, comme nous le rappelle ce terrible chiffre, 2 suicides d'agriculteurs par jour en moyenne. Alors si vous connaissez un paysan un jour en difficulté, vous pouvez aussi l'aider en lui parlant de l'association Solidarité Paysan. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt!